Maintenant, imaginez un monde où chaque jeune se sent inspiré à atteindre son plein potentiel. Dans ce cas-là, comment pensez-vous que nous pouvons jouer ce rôle en encourageant la jeunesse à oser rêver grand, à se dépasser et devenir des modèles dans leur entourage et aussi pour la génération future, en particulier dans le contexte dynamique de l'Afrique d'aujourd'hui? Ouais. Pour ma part, je crois que ça commence par des petites choses. Ça commence par des petites choses parce que sur cette question-là, je crois qu'il faut différencier la question au niveau individuel et au niveau collectif. C'est-à-dire que à titre personnel, qu'est-ce que je suis capable de faire? Qu'est-ce que je peux faire? À savoir, l'idée de savoir prendre, recevoir et donner. Je crois qu'on doit être capable de donner ce qu'on a reçu sans forcément peut-être rien attendre. Parce qu'une fois de plus, si on veut apporter notre petite pierre à l'édifice, on ne peut pas le faire seul. Ce que je veux dire, c'est ça, c'est que on peut pas changer le monde tout seul. On est obligé de se fédérer. Il faut se fédérer en réseau et à ce moment-là, pouvoir apporter notre valeur ajoutée. Ok, très bien. Donc, Monsieur Koulibaly. Voilà, très bien. Moi, quand j'écoute cette question-là, je pense qu'on fait allusion au leadership. Voilà, le leadership responsable reste l'un des plus grands défis du continent dans son développement et tout, parce que les dirigeants africains n'ont pas encore répondu efficacement aux besoins de l'Afrique. Mais il y a encore de l'espoir dans la génération montante des jeunes actuels, voilà, qui pourraient jouer un rôle essentiel pour la transformation économique réussie de l'Afrique. Donc, les dirigeants doivent revoir, pour moi, le système éducatif, donner l'envie à entreprendre à un enfant dès son jeune âge, depuis le collège, le lycée, ou même depuis le primaire, en fait. Voilà, parce que aujourd'hui, quand tu vas dans une... vous allez dire que je reviens toujours sur le même sujet, mais quand tu vas dans une... Aujourd'hui, qu'est-ce qui est retranscrit depuis qu'on est à l'école? On nous dit quoi? Quand tu es au primaire, la pratique, c'est au lycée. Non, c'est au collège. Après, quand tu arrives au collège, on te dit la pratique, c'est au lycée. Maintenant, quand tu arrives au lycée, on te dit la pratique, c'est en licence. Après la licence, on te dit la pratique, c'est au master. Tu arrives au master, maintenant, on te dit la pratique, c'est en entreprise. Tu arrives en entreprise, le monsieur te demande l'expérience. Donc, c'est comme si on nous a blagué depuis le bas âge. On nous a blagué, en fait. Donc, sachant que chacun doit jouer sa partition en parlant régulièrement à son entourage, à ses amis, au lieu de rencontrer son ami et de discuter sur n'importe quoi, par exemple, sur les réseaux sociaux, sur les idoles, bien sûr les influenceurs qui ne nous apprennent rien. Donc, il faut plutôt rencontrer son ami à discuter de business ou bien à parler du développement personnel, de sa réussite, ça c'est encore mieux. Ou bien même à parler de ses difficultés personnelles dans la réussite de son plan, en fait, je veux dire. Donc, comment avancer? Parce qu'aujourd'hui, nos jeunes, quand ils se croisent, ils parlent de quoi? Ils parlent de rien, surtout. Ils parlent de rien, surtout. Et ça, c'est grave. Donc, il faut apprendre aussi aux jeunes africains la gestion du temps. Voilà, il faut apprendre à prioriser ses actions et le divorcer avec les réseaux sociaux qui leur fait perdre du temps inutilement à regarder des trucs qui ne les apprennent rien. Oui, les réseaux sociaux aussi, ça peut désorienter les jeunes. Ouais. Exactement. La vie, à regarder la vie fictive de certains influenceurs sur le méta, ça n'a pas d'importance. Donc, il faut parler. Donc, en tant que jeune, moi, je peux parler autour de moi, tu vois, discuter. Quand je rencontre un ami, je lui parle des réelles difficultés, des réels problèmes, au lieu de passer du temps à parler sur n'importe quoi et à mieux gérer son temps. Donc voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ça. D'accord, très intéressant aussi. Vous avez presque tout dit et j'ai bien aimé ce que vous venez de partager. Et juste pour ajouter, je peux dire que s'il est possible d'encourager l'accès à des opportunités qui permettent aux jeunes de découvrir cette chose-là, ou bien ce métier qui relate ou bien qui leur permet d'identifier et trouver ce qu'ils veulent faire ou bien ce qu'ils veulent devenir et développer leur talent, je crois bien que ça aidera beaucoup d'entre nous. Et ceux qui rendront cela possible deviennent des modèles inspirants pour la génération. Une question aussi qui m'est apparue juste comme ça. En fait, j'espère que vous connaissez le mentorat. Oui. Voilà. Oui, oui.
Pensez-vous que c'est une bonne initiative pour guider les jeunes dans leur choix de carrière? Oui, je pense que pour ma part, je pense que oui, parce que le concept du mentorat rejoint un peu le concept de... Oui, c'est le même sujet, du modèle inspirant ou du leadership. Parce que le mentor est un peu la personne qui va nous encadrer et la personne qui va donc nous permettre d'éviter certaines erreurs. Oui, je crois que ça, c'est des choses qui existent déjà en Afrique. Alors peut-être que au niveau des institutions publiques, de nos États, c'est moins valorisé. Oui, c'est moins valorisé, évidemment, c'est moins valorisé, mais c'est une erreur parce qu'on gagne énormément de temps à le faire. C'est comme plein de gens c'est comme quand on a un encadrant et qu'on est en fin d'études supérieures, on a un encadrant qui joue le rôle du mentor. Il y a énormément d'avantages avec ça. Oui, pour ajouter à ça, c'est une bonne question, Monsieur Omar, parce que la question du mentorat vient confirmer ce que j'avais à dire sur les jeunes africains. C'est que je crois que les jeunes africains, on a intérêt à s'intéresser à la politique. Je crois qu'on doit s'intéresser à la politique parce que on ne peut pas continuer de faire les mêmes constats selon lesquels nos États, nos institutions sont généralement défaillantes. Il y a énormément de problèmes, l'emploi, l'éducation, l'accès à la santé. Mais pour changer ça, on ne va pas changer ça avec l'entrepreneuriat parce que c'est la politique qui permet de voter des lois, de les mettre en application. Donc, c'est très bien qu'on s'intéresse à l'entrepreneuriat. C'est très bien qu'on se dise que pour réussir, on n'a pas besoin du gouvernement. On n'a pas besoin, et ça je crois que c'est vrai, on n'a pas besoin du gouvernement pour réussir dans le sens où faire de l'argent. Mais pour changer, comme on dit entre parenthèses, pour changer les choses, pour changer la façon de gérer, on doit s'intéresser à la politique. On doit être capable de s'intéresser à la politique parce que c'est la politique qui permet la gestion d'un État. Et si on ne s'intéresse pas à ça, ça veut dire qu'on laisse faire des personnes qui ne jouent pas pour nos intérêts. Et là, à ce moment-là, plus les jeunes Africains on s'intéressera à la politique, je crois que plus il y a un certain nombre de choses qui pourront être faites. Parce que là, c'est bien qu'il y ait déjà un éveil de conscience où on en parle entre Africains, c'est magnifique. Mais pour passer à l'action, il faut avoir une place sur la table. Et la place sur la table de l'État, c'est la politique. Exactement. Et quand je dis la politique, c'est pas de forcément, c'est pas d'aller, je sais pas, aller être ministre ou quoi que ce soit. C'est de trouver le moyen de se fédérer, s'intéresser à la politique pour que notre voix puisse compter. Oui, c'est parce que les dirigeants, en fait, les politiciens, ce sont les plus écoutés dans un pays. Donc, s'ils disent quelque chose, bien sûr, ça sera mis en application et ça sera aussi valorisé. Et ce qui va aussi être dans l'intérêt de toute la population et tout. Aboubakar, vous avez quelque chose à ajouter? On doit s'intéresser à la politique naturellement. Mais après aussi, les conditions de s'intéresser à la politique, il faut tenir compte de ça. Aujourd'hui, les choses ont commencé à changer. La liberté d'expression. Aujourd'hui, tu dénonces quelque chose, une fausse gouvernance quelque part, on te met en prison. Ça, c'est un gros problème. C'est le côté négatif, ouais. Voilà, c'est le côté négatif. Donc, ça fait qu'il y a certaines personnes, quand tu leur parles de politique, ils se disent non, ça m'intéresse pas, ça c'est rien. Laisse-les, les politiciens c'est des mensonges ou bien je m'en fous. Alors qu'ils doivent réellement s'intéresser. Ils ont peur. Ils ont peur. De se faire emprisonner, par exemple, juste parce que tu as dit ça. Et même il y a des gens, il y a une émission que je suivais, il y a des gens, ils ont parti seulement les interviewer et quand ils ont vu la caméra, parce qu'ils posaient la question sur un truc politique là, quand ils ont vu la caméra, ils disent non, moi, il parle pas, Non. Il a fui. Juste à cause de la caméra, il a fui. Parce que quand il va parler et qu'on l'a filmé, ils vont lui mettre en prison. Donc la liberté d'expression, c'est ça, c'est un sérieux problème. Vous avez raison. Oui, mais justement. Soit on est dans soit on est dans la dictature. Il faut qu'ils nous disent c'est la dictature, mais ne pas dire que c'est la politique. C'est la démocratie. Et quand on essaie d'appliquer la démocratie, on nous piétine. Soit vous nous dites qu'on est dans un système de royaume, ça y est, on va comprendre, on va dire ok, ça y est, on va se mettre là-dessus.
mais ne pas nous faire croire que c'est quelque chose d'autre, alors que c'est autre chose que vous êtes en train de faire. Oui, tout à fait. Après, je pense que sur la question de la liberté et des comment on appelle-t-on ça, et des sévices ou des trafics d'influence qui font que finalement les gens ont peur. Oui, ça c'est sûr que c'est un fait. Mais après, je dis que comme on a dit tout à l'heure sur l'apport qu'on a sur l'évolution d'un certain nombre de choses dans nos sociétés, c'est que les petites choses individuelles restent importantes. Je prends un exemple très banal. Je prends l'exemple de là on vit au Maroc et je suis obligé de comparer un peu l'endroit où je vis actuellement et d'où je viens. Et je me rends compte que l'individualisme, au bout d'un moment, peut être un problème. Parce que quand chacun pense à lui-même et à sa petite personne, c'est très compliqué, effectivement. Parce que tout le monde va se dire, par exemple, au Cameroun, il y a une espèce de phrase, on dit, je veux voir mes enfants grandir. Je vois mes enfants grandir veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je ne vais pas aller m'intéresser à des sujets sensibles parce que moi, je veux que mes enfants grandissent. Mais je crois que dire ça, c'est être complètement inconscient et je crois que c'est même malhonnête parce que si tu veux vraiment voir tes enfants grandir, tu dois préparer leur avenir maintenant. Et les gens qui disent ça, qui veulent juste voir leurs enfants grandir, déjà ils mentent. C'est eux-mêmes qui veulent voir grandir. Parce que si tu veux voir tes enfants grandir, tu commences à préparer leur avenir maintenant. Et préparer leur avenir maintenant, c'est l'idée de se dire que pour que mes enfants ne subissent pas un certain nombre de choses, ou pour que la génération qui arrive ne subisse pas un certain nombre de choses, il faut déjà que moi, je me dise que c'est pas moi qui vais profiter de ça. Ce n'est pas moi qui vais profiter du travail que je fais aujourd'hui. Je vais terminer avec une petite anecdote. Je suis allé au Cameroun il y a quelques années, c'était en 2016, et ça faisait un moment que j'y étais pas allé. Et tu sais, quand tu rentres chez toi, c'est toujours un très grand plaisir. Dès que tu arrives sur le tarmac de l'aéroport, tu n'es pas descendu de l'avion, mais tu ressens déjà une espèce il y a quelque chose qui fait que tu es content d'être là. Voilà, le temps a changé, c'est pas le même climat. Voilà, il y a un air qui te fait où t'es content. Et quand je sors, je vois une très grande banderole où c'est écrit Cameroun, premier pays de la CEMAC. Vous savez, la CEMAC, c'est les pays de la région de l'Afrique centrale. Ouais. Premier pays de la CEMAC de la lutte contre la corruption. Quand tu vois ça, tu dis mais c'est très bien. C'était écrit en très grand caractère. Et vous savez, tu es dans un avion, il y a des Camerounais, il y a des non-Camerounais, il y a des gens qui viennent de partout. Et quand j'arrive en dessous de la banderole, il y a des douaniers qui te demandent de l'argent. Donc moi j'ai bugué parce que au bout d'un moment j'ai bugué. J'ai dit mais c'est pas possible qu'il y ait une banderole pareille où on dit qu'on est le premier pays de la région de la lutte contre la corruption et en bas il y a des douaniers qui te demandent 10 euros, 20 euros. Moi ce que j'ai fait, j'ai dit que je paye pas. Alors on va me dire mais non, tu perds ton temps, il faut payer, tu passes. Non, j'ai dit non. Dans ce genre de cause, j'étais prêt à devenir le martyr le plus je sais pas quoi du monde. J'ai dit que je ne vais pas payer parce que je suis dans ma raison. Et ce que j'ai fait, c'est que, première chose, moi j'ai dit de toute façon, vous appelez la police, vous faites ce que vous voulez, je bouge pas d'ici. Et j'ai commencé déjà à alerter les autres passagers. La raison de payer... Mais on te demande de payer parce que c'est de la corruption. Oui, mais il faut payer avant de passer. Et on te demande, on peut le passeport, on n'a pas, la lettre A n'est pas bien écrite, on ne voit pas bien, ou je sais pas quoi, ou le carnet de vaccination. Même quand tu as tous tes papiers, parce que c'est simplement du fait que les douaniers se disent que ça c'est des gens qui viennent de l'extérieur. Voilà, ils ont de l'argent. Voilà, en gros c'est de la corruption. C'est ça qui m'a fait réagir parce que j'ai lu une banderole qui disait que nous sommes le premier pays à lutter contre la corruption. Et en dessous de la banderole, j'ai quelqu'un qui fait complètement le contraire. Bon, moi le citoyen, qu'est-ce que je fais à titre individuel? Je fais le scandale le plus possible qu'il soit possible. Donc j'ai alerté tous les autres passagers en leur disant attention, ceux qui vont payer, mais ce n'est pas normal parce que le douanier est payé par le contribuable camerounais. Il a déjà un salaire, il a déjà une garantie. Parce que ces gens-là qui prennent de l'argent, c'est parce qu'il y en a qui donnent. Alors je comprends que parfois il y a des gens qui veulent pas se prendre la tête, ils n'ont pas le temps, c'est pas grave, je donne 10 euros. Mais tu donnes 10 euros dans un avion où il y a plus de 500 personnes, si rien que la moitié vont lui donner 10 euros, il n'a pas besoin de continuer à
travailler. Et le pire, c'est que le travail est mal fait. Le travail est mal fait. Un aéroport, il y a pas, le scanner ne marche pas, il y a des coupures d'électricité. Enfin, au bout d'un moment, je parle de cette anecdote pour dire que, à titre individuel, à un moment donné, c'est important parfois de faire certaines choses au niveau personnel, individuel, de dire ça, non, ça, je paye pas. Je suis dans mon droit, je ne paye pas et je suis capable d'assumer les conséquences parce que je suis dans ma raison. Et quand on est sûr qu'on a raison, on n'a pas besoin d'avoir des gens qui vont être d'accord ou pas d'accord avec nous. On n'a pas besoin de ça. Donc, je parlais de ça pour faire le lien avec le fait que les petits gestes permettent de faire de grandes choses. Ouais, exactement. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et ce sont ces petites choses-là qui ruinent en fait notre chère Afrique. D'abord, nous savons tous que maintenant, l'innovation est cruciale dans un monde constant d'innovation. Donc, comment, en tant que jeune, vous percevez votre rôle dans la promotion de l'innovation en Afrique? Et quelle initiative novatrice avez-vous entreprise ou bien vous envisagez entreprendre? Alors, oui, évidemment. Pour moi, la question de l'innovation, c'est sur la façon de faire. Innover, c'est faire différemment. Dans la façon de faire, moi j'ai deux aspects. Alors j'ai évidemment le côté professionnel. Après il y a le côté, pour moi, que j'appelle culturel. Au niveau professionnel, je crois qu'on a dit énormément de choses sur la responsabilité de l'État vis-à-vis de l'orientation et des structures à mettre en place pour permettre aux jeunes d'aspirer à être des modèles. Donc, évidemment, il y a déjà l'État qui doit faire son rôle. Alors, malheureusement, une fois de plus, comme on disait tout à l'heure, c'est que moi, à titre personnel, je n'ai pas une place sur la table de l'État au Cameroun. Donc, je ne peux donc pas agir directement. Mais à titre personnel, individuel, je peux agir. Je peux agir par mon apport, donc au niveau professionnel, c'est ce que j'ai appris. Pour vous dire, là aussi j'ai une petite anecdote, c'est que, alors moi comme je vous ai dit, j'ai fait des études de management et stratégie d'entreprise. Donc mon travail, c'est généralement de restructurer les petites, moyennes entreprises, les restructurer sur le plan des ressources humaines, sur le plan de la production, sur le plan du service après-vente. Donc j'ai été au Cameroun où j'ai visité certains centres d'appel et j'ai été très vite frappé par la manière avec laquelle les gens travaillent. Et tout à l'heure, j'ai entendu Aboubacar Coulibaly parler de la question de la gestion du temps, qu'il fallait apprendre aux jeunes la gestion du temps. J'ai été frappé par ça. J'ai été frappé par la façon avec laquelle les gens faisaient. Bon, alors, moi, dans ma façon d'innover, je dois me dire quelle peut être ma valeur ajoutée. Le but, ce n'est pas de venir tout changer, parce que, vous savez, quand vous venez de... quand on change d'environnement, les choses ne se passent pas toujours de la même manière, parce qu'on est parti de son environnement peut-être originel, on vit dans notre pays où les choses se font d'une autre façon. Et si quand on fait un retour au pays, il faut éviter de faire le retour au pays avec l'idée du colon. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'idée du colon, hein, c'est une idée qui consiste à dire que bon, moi je vais venir vous changer, vous arrêtez de faire ça à partir d'aujourd'hui, devenez de nouvelles personnes. Ça ne fonctionne pas, ça ne donne pas des résultats. Parce que les gens vont, au lieu de voir les bienfaits et les bénéfices de ce que tu leur apportes, ils verront que des inconvénients. Parce qu'ils vont se dire, ça c'est quelqu'un qui a de l'arrogance, c'est quelqu'un qui ne nous respecte pas, il nous trouve inférieur parce qu'il est supérieur, donc on ne va pas le faire. Alors, j'ai remarqué par exemple qu'au niveau du travail, en termes de management, les entreprises que j'ai visitées au Cameroun, au niveau de la gestion du temps, qui est très importante avec la production et les résultats, j'avais trouvé, dont j'ai fait un calcul où je leur ai dit, en fait, sur 8 heures de travail, vous travaillez réellement à peu près 5h30, maximum 6 heures. Pourquoi? Parce que vous avez déjà 1h30 où vous n'êtes pas en train de travailler parce que vous êtes distrait à faire autre chose, parce qu'il y a des gens qui viennent, parce que vous mangez pendant que vous travaillez. Tu peux pas être en train de manger. Pour produire, il faut rester concentré. C'est comme un joueur de foot ou un joueur de basket ou un chanteur. Quand tu fais ta performance, tu dois être focus à 100%. Tu ne peux pas être en train de manger, tu peux pas être au téléphone, tu peux pas être en train de commander, je sais pas, tu peux pas être distrait parce que il faut que tu sois concentré. Donc,
Et pour donc permettre que ça se fasse, il fallait que je le présente de cette façon. Mais les premiers jours, quand je suis arrivé, vu que j'étais un peu surpris parce que je n'étais pas habitué à ça. Au départ, je suis plus allé sur des critiques de non, mais c'est pas normal de manger, c'est pas normal de. Et puis j'avais vu que ça ne fonctionnait pas. Les gens ne comprenaient pas. En fait, il fallait leur montrer l'intérêt à se concentrer au lieu d'être au téléphone, au lieu de commander à manger, au lieu de je sais pas quoi. Il fallait leur montrer l'intérêt. Donc moi, je pense que au niveau de l'innovation, pour innover, il faut prendre en considération ce à quoi les gens sont habitués. Il faut le prendre en considération et il faut surtout montrer l'intérêt aux gens de ce qu'on leur apporte. Leur montrer la valeur ajoutée de ce qu'on leur apporte. À ce moment-là, je crois que l'innovation peut fonctionner. Parce que là, on est en phase. Là, on peut être en phase. Pour terminer, je vais prendre l'idée. Quand j'ai dit que les jeunes de la diaspora, les Africains de la diaspora qui vont montrer faire quelque chose, il faut éviter d'avoir la mentalité du colon qui consiste donc à venir dire aux gens oubliez ce que vous êtes, devenez de nouvelles personnes. Ça ne marche pas. L'exemple qu'on a, c'est un peu avec l'histoire malheureusement de nos pays où on a vu que finalement coloniser les gens, ce n'est pas la façon la plus correcte de les amener à aspirer à devenir de meilleures personnes. Bon, lui, M. Messina a voulu aller au niveau sur le plan personnel. Moi, je vais toujours aller dans le sens global, en fait, de la chose. Voilà. D'abord, l'innovation, c'est la capacité de faire autrement ce qu'on faisait avant. Donc, tout en gardant l'esprit d'améliorer ses conditions d'hier et de répondre à un besoin bien précis, tu vois. Donc, aujourd'hui, je dirais, nous sommes dans un monde d'innovation. Soit tu innoves, soit tu disparais. Même au niveau des pays. Voilà. Soit le pays il était avancé, soit tu disparais. Donc, c'est devenu un impératif d'innover. Donc, c'est une obligation. Même au plan personnel, il faut innover. Il faut changer. Autant que la vie change, les hommes changent, on change de stratégie, on change de côté, on change de manière. Voilà. Donc, je voulais ajouter ça. Donc, nous avons aujourd'hui Internet qui est accessible à tous, si je peux le dire ainsi. Au plan personnel, mon rôle, c'est de mettre la main à la pâte et encourager tous ceux qui veulent vraiment innover, en fait. Tu vois? Donc, notre belle Afrique doit innover. C'est pour ça nous tous, on exige de l'innovation. L'innovation politique, l'innovation économique et même l'innovation sociale. Voilà, donc sur tous les plans, on désire l'innovation. Alors, attendez, je vais activer la caméra. Chez moi en Côte d'Ivoire, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit je veux voir l'aspect global. Pendant la Covid-19, il y a un jeune Ivoirien qui a créé ce qu'on appelle un respirateur artificiel. Il a créé ça. Ouais. Et la vidéo circulait partout comme quoi c'est un génie, il a créé ça, Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? En vrai, il n'y a plus eu de suite parce que le jeune, il est resté dans son coin. Il n'a pas eu de financement, il n'a pas eu de soutien quelque part. Le gouvernement, je suis sûr qu'ils avaient vu ce jeune talent-là qui voulait innover, mais ils n'ont rien fait. Ils sont restés les bras croisés. Et pendant ce temps, on avait besoin des respirateurs artificiels pour nos différents hôpitaux. Dans les hôpitaux, on avait besoin de juste pour pouvoir traiter les malades de Covid-19. Tu vois? Donc, les dirigeants vont préférer importer les machines ou bien les respirateurs artificiels au lieu de financer ce jeune-là qui va produire en quantité. Et par la suite, nous-mêmes, on va essayer d'exporter. Tu vois? Donc, il avait produit ça et par la suite, il a distribué ça dans des hôpitaux. Il a produit un seul.
Oui, parce qu'il a senti le besoin de respirateur. Parce que quand tu as le Covid, tu n'arrives pas à respirer. Bon, j'ai jamais eu de Covid. On dirait que tu n'arrives pas à respirer. Donc, ils vont te placer des trucs. Même en dehors de ça, ceux qui ont des problèmes respiratoires, on les place des trucs au niveau des narines et tout, au niveau du nez, juste pour pouvoir leur injecter l'oxygène, en fait. Tu vois. Ça se voit un peu partout. Mais le jeune, quand il a créé ce truc-là, il n'a pas eu de soutien. Or, pour faire ce genre de création, pour produire en quantité, il faut une certaine capacité financière. Si c'était en Europe que ce jeune talent a été révélé, mais ils allaient le financer, ils allaient l'appuyer, pour qu'il puisse apporter quelque chose, ou bien de la matière, de la valeur ajoutée au pays, à ce pays-là, tu vois. Donc, s'il n'a pas été financé, moi je dirais que voilà, c'est parce que au niveau politique, il n'y a pas d'innovation. Ils ne veulent pas innover. Donc, il était découragé par la suite. Moi, je n'ai plus entendu parler du jeune, malheureusement, parce qu'il a fait un buzz incroyable. Et ça a disparu tout un coup après. Ça a disparu tout un coup. Parce qu'il n'y a pas eu de soutien derrière. Alors qu'il y a des émissions, où il suffisait juste de l'inviter à une émission télé qui est bien suivie, et puis le jeune, il allait cartonner. Mais ça n'a pas abouti. Exactement. Ce genre de situation, c'est le manque d'encouragement. On n'encourage pas les gens. Alors qu'on pouvait avoir des produits made in Côte d'Ivoire juste à travers ce jeune, au lieu d'importer des respirateurs artificiels. Tu vois. Donc, moi, je vais plutôt parler de mon sens, de mon cas personnel. Moi, j'ai cherché. Bon, je n'ai pas encore entrepris quelque chose, parce que vous avez posé la question là. Je n'ai pas encore entrepris quelque chose spécialement. Mais moi, si je veux me projeter, ça sera de créer un site internet, tu vois. Un site internet qui va essayer de mettre en contact les jeunes qui ont des projets à financer et des jeunes et des personnes qui ont assez d'argent pour financer, en fait. Tu vois, des projets, ceux qui ont des projets à créer et qui n'ont pas d'argent, et ceux qui ont l'argent à financer les projets. Et donc, on va trouver un moyen juridique par rapport à ça pour pouvoir cadrer ce domaine-là, tu vois. Maintenant, au niveau personnel, bon, moi, je voulais créer un cabinet, voilà, d'investissement, de conseil à l'investissement, tu vois. Il faut rêver grand, hein. Surtout des conseils, conseiller les petites entreprises à s'introduire en bourse et tout, à comment trader, sur des techniques boursières, en fait. Tu vois, donc c'est ça un peu je voulais faire, mais parce que c'est mon domaine, donc ça va aller avec. C'est ce que je voulais dire. La finance, c'est ça. Voilà. La finance des marchés. Exact. Donc, c'est très intéressant, en fait, vos anecdotes. Là, si j'ai remarqué quelque chose, c'est le manque d'encouragement. Les jeunes, même s'ils sont capables d'innover ou bien de créer quelque chose, c'est-à-dire, le problème, en fait, c'est nous, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans un pays, la population, en fait, si quelque chose qui ne va pas dans un pays, directement, dans notre tête, c'est les dirigeants, tout de suite. Voilà. Non mais il y a aussi les dirigeants, hein. Surtout que quand on sait l'Afrique, c'est un continent qui est beaucoup basé, qui est beaucoup influencé par la politique. Eh ben, on va dire que c'est les dirigeants. On va pas dire que c'est autre personne. Parce qu'il y a un manque de volonté politique. Tu vois? Donc ça crée un blocage. Ouais, donc dans notre tête, comme je viens de le dire, dans notre tête directement, c'est les dirigeants, c'est ci, c'est là, mais c'est vrai d'une part, mais d'autre part, moi, je pense que ce jeune-là que vous venez de dire, qui a créé ce matériel-là, je pense que s'il a collaboré avec des gens qui ont ces genres d'idées-là, je pense qu'il peut concrétiser cela. Oui, monsieur Messina, je pourrais te dire Messina, Omar Moustapha, je comprends très bien. En fait,
Et l'esprit de collaborer et l'esprit de coopération. Mais quand on est dans un pays comme la Côte d'Ivoire et qu'on a découvert ce genre de choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Le jeune, déjà, il faut lui donner une bourse d'études, à aller dans une école européenne, par exemple, qui va lui permettre d'approfondir en fait sa connaissance et faire de telle sorte que ce jeune-là il puisse revenir et contribuer à la production nationale, surtout au niveau des respirateurs artificiels. On sait que dans tous les hôpitaux, que ce soit en Europe ou même en Afrique, on a besoin des respirateurs artificiels. On a besoin de ça. Donc, c'était devenu un truc du genre, si le dirigeant, il avait vraiment s'il y avait la volonté politique allant dans ce sens, qui est de repérer les petits talents innovateurs, mais là, ils allaient tout de suite le piocher. Et puis l'encadrer pour ne pas qu'il pète les pédales. Mais on ne sait même plus où il est. Même j'ai même vu au Cameroun qu'il y a un jeune qui a créé une voiture. Une voiture, je ne sais pas. Oui, il a créé une voiture à base d'une batterie électrique, je ne sais pas, batterie de téléphone. J'ai vu ça. Mais ça existe, hein. Cette voiture-là n'est pas vraiment comme si ça vient de sortir d'une usine. Bon, pas comme les marques que nous connaissons. Mais c'est une voiture vraiment à l'africaine, tu vois, mais ça bouge. Donc, déjà, il y a la volonté populaire, mais il n'y a pas la volonté politique. C'est grave. Tout le monde veut innover. Tout le monde. Mais il faut encourager. Il faut encourager et organiser, par exemple, des panels où il faut vraiment donner de l'argent aux jeunes innovateurs. En fait. Organiser des concours qui vont amener les jeunes à créer. Et le gagnant va tout simplement avoir, par exemple, un prix. Mais le prix, je n'ai pas dit que ce genre de compétition, c'est pas organisé, c'est organisé. En Côte d'Ivoire, il y en a. Mais on lui donne combien, le gagnant? Le gagnant, il dépasse même pas 1 million. 1 million de francs CFA. 1 million de francs CFA, c'est quoi? C'est rien. C'est rien. Tu vois? Donc, vraiment, il n'y a pas la volonté politique à innover. Donc, là, c'est... Et même pendant la Covid, il y a eu... on a vu comment les pays se sont battus pour avoir le vaccin. Donc, ils ont tout tenté. Mais est-ce que l'Afrique a prospéré dans ce sens? Non, l'Afrique n'a pas prospéré. Donc là, c'est grave. Donc, je peux dire que c'est aussi très important de savoir coopérer avec d'autres qui sont passionnés et partagent les mêmes objectifs que nous et aussi avoir l'esprit d'équipe, comme je l'ai dit auparavant, afin de créer de grandes choses qui sont alignées avec nos compétences professionnelles. Oui. Et ça sera aussi un avantage pour nous ainsi que pour la société. On est arrivé presque vers la fin de notre débat. Maintenant, en guise de clôture, quel conseil ou bien un message final souhaitez-vous partager avec notre audience qui aspire à devenir la personne qu'ils cherchent, peu importe où ils sont dans leur parcours? En guise de clôture, j'aimerais dire à l'audience que voilà, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Parce que là, ce sont des conseils. On peut partir de loin et manger à la table des rois, si tu veux vraiment devenir un roi. Voilà. Donc, il faut juste savoir d'où tu viens et d'où tu vas. Avec un objectif clair, l'objectif il sera atteint en passant par des chemins ou bien par des moments difficiles. Mais l'important serait de ne pas abandonner dans la vie. Donc, rien n'est linéaire. Il faut prendre ça en considération. La vie est faite de hauts et de bas. Et il faut croire en soi, croire en sa capacité de se surpasser. Et quant à la jeunesse africaine, il faut faire attention à la mentalité. Voilà. La mentalité étant un des freins. C'est de faire attention à notre mentalité parce que notre façon de gérer et de réagir face aux problèmes, il faut faire très attention à ça. Et nous devons oser, nous devons être audacieux, ne pas avoir peur en vrai. Il ne faut pas avoir peur. Il faut prendre du courage à deux mains. Et avant de terminer, nous devons faire attention à ce qu'on pense en fait. Parce que ce que nous pensons devient des paroles et nos paroles deviennent par la suite des actes. Exactement. Donc, et puis on pense que c'est ça qui est le plus important. Et je vais terminer sur ce point que nous avons
surtout la jeunesse, nous avons tendance à ignorer, mais c'est un point qui est très important, c'est la prière. La prière, que tu sois musulman, chrétien, bouddhiste, je sais pas, kémite ou bien animiste, c'est le fétiche que tu adores, de n'importe quelle obédience spirituelle, il faut prier. Il faut prier parce que la prière va te donner la positivité, ça va te donner cette énergie vitale qui va entretenir à travers l'information que nous envoyons à la nature. Ça facilite en fait la vie, hein, la prière. Très important. Cette connexion. Tout ce que nous faisons dans la vie. C'est très important la prière. Donc, il ne faut pas négliger ce point-là. Et moi, je voulais terminer par ça. D'accord, très bien. Bon, moi, mon dernier mot est de savoir que nous vivons tous par l'exemple. Ça, qu'on le sache ou pas, nous vivons tous par l'exemple. C'est-à-dire, les gens s'inspirent et s'aspirent des autres pour découvrir leur véritable vocation afin de devenir leur destinée. Les gens vivent par l'exemple. Chaque personne a une idole. Chaque personne, on a une star. Moi, par exemple, dans le football, je vais parler de Cristiano. J'aime beaucoup Cristiano. Voilà. Je me vois à travers lui. Donc, chaque personne aussi a son idole. Chaque personne. Il ne s'agit pas de choisir ou bien de faire le côté négatif de ton idole. C'est ça qui n'est pas bon. Donc, il faut plutôt regarder le côté positif. Parce que c'est qui va avec tes valeurs, ta religion et tout ça. Exactement. Même si j'aime Cristiano Ronaldo, quand même, je ne vais pas copier tout ce qu'il fait. Je vais faire des choix dans ce qu'il fait. Donc, il y a aussi ce petit problème en Afrique où on a du mal à imiter notre idole. Il faut l'imiter. Oui, exactement. Donc, Monsieur Messina. Très bien. Alors, en guise de clôture, moi, ce que j'aurais à dire, c'est tout va partir d'une question sur la question de la mentalité. J'ai 3 points que je vais évoquer. Alors, sur la question de la mentalité, je vais dire que pour les Africains, il faut éviter au maximum la mentalité de la victime. Il y a une différence entre être victime et avoir la mentalité de la victime. C'est 2 choses complètement différentes. Parce que l'histoire de l'Afrique ne se résume pas à la traite négrière, l'esclavage et la colonisation. Ça fait des milliers d'années que notre culture et notre civilisation existent. On ne se résume pas à ça. Donc, ce n'est pas ça toute notre histoire. Donc, il faut déjà aller sur la mentalité de se dire je ne suis pas une victime. Parce que les gens qui réussissent, pour moi, les modèles que j'ai eus, les gens qui ont réussi, c'est parce qu'ils n'ont pas la mentalité de la victime, ils ont la mentalité de la victoire. Parce que la mentalité de la victime, c'est une mentalité qui n'est pas cool. Ne peut pas réellement avancer. Pourquoi? Parce qu'il se dit qu'à chaque fois qu'il va avancer, on le retient. Et ça rend la victime frustrée, en colère. Et ça, ce n'est pas un mindset avec lequel on peut prétendre ou aspirer à réussir. Maintenant, il faut éviter au maximum d'avoir cette mentalité de la victime, plutôt avoir une mentalité de la victoire, de se dire je suis capable. Je suis capable d'y arriver. Mais pour être capable d'y arriver, il faut travailler 2 choses. Et les 2 choses qu'il faut travailler, c'est la motivation et la discipline. La motivation et la discipline, oui. Je pense que là aussi, il y a une différence entre la motivation et la discipline. La différence, c'est que entre la motivation et la discipline, c'est que la motivation, c'est le désir d'agir. Et la discipline, c'est la capacité à pouvoir agir. Et la discipline, c'est quelque chose de pas évident à travailler, mais qui se fait sur la consistance. Il faut rester discipliné. Il faut rester discipliné sur son objectif. Il faut rester discipliné parce que c'est très bien d'être motivé. Mais si on ne passe pas à l'action, on ne passe pas à la discipline. Et le secret de l'action, c'est de commencer. Il y a pas autre chose. Le secret pour passer à l'action, c'est de commencer et de se dire, même si je vais échouer, je suis capable de recommencer. Exactement. Donc, ça, c'est le 2e point que je voulais aborder. Après, le troisième point, je vais terminer avec ce point-là. Après la question de la mentalité, de la motivation, de la discipline, c'est faire la nuance entre la fierté et l'estime de soi. Parce que j'entends souvent beaucoup de gens qui vous disent je suis fier.
je suis fier. Parce que la fierté est généralement définie comme un sentiment qui est basé sur l'arrogance. Et l'arrogance en elle-même, c'est une espèce d'image qu'on se crée de nous-mêmes pour justifier le fait qu'on ait réussi ou justifier le fait qu'on soit le meilleur, même quand malheureusement ce n'est pas le cas. Par contre, moi, je crois que ce qu'il faut cultiver, c'est l'estime de soi. Parce que l'estime de soi, c'est quoi? Ça, c'est notre valeur ajoutée. Ça, c'est ce qu'on amène sur la table. Et qu'est-ce qu'on amène sur la table? On amène sur la table des choses qu'on peut matérialiser et des choses qu'on peut voir. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on peut matérialiser? Ce sont nos capacités et nos compétences. Et les capacités et les compétences peuvent être techniques, elles peuvent être financières, elles peuvent être humaines, elles peuvent être d'instruction. Donc, il faut valoriser au maximum son estime de soi, savoir de quoi on est capable, de savoir qu'est-ce qu'on sait faire et savoir qu'est-ce qu'on apporte sur la table. Parce que quand on part de ce principe-là, on se dit, on a de la valeur et on sait à quoi on sert. Après, je vais terminer sur un dernier petit point. C'est l'idée de la jalousie. Je vais m'expliquer. Parfois, on a des gens autour de nous qui ont réussi. Ils ont réussi, ils ont fait des accomplissements. Et la première chose qu'on fait, parfois, c'est qu'on questionne la légitimité de l'accomplissement de quelqu'un. Comment il a fait, pourquoi il a réussi, c'est sûr qu'il a fait ça, c'est sûr qu'il a fait ci. Je crois que quand on fait ça, on n'est pas honnête et on est jaloux. Parce que si vous ne pouvez pas être authentiquement content de ce que quelqu'un possède, si on ne peut pas être heureux des accomplissements de quelqu'un, la plupart du temps, ça montre que c'est nous qui ne sommes pas contents de ce qu'on n'a pas. Et ça, c'est la jalousie. Donc, il faut être content pour les autres, il faut être content des accomplissements des autres et être content de nous-mêmes. Ça va nous permettre d'être content de nous-mêmes et de pouvoir se dire, tiens, j'apprécie ce qu'Omar a fait, j'apprécie ce que Koulibaly a fait, parce que je peux m'inspirer de ça. En faisant ça, je vais m'apprécier moi-même. Et là, la réussite est bonne pour tout le monde. Mais questionner la réussite de quelqu'un, c'est surtout montrer que on n'est pas content de nous-mêmes. Donc, on est en état d'échec. Voilà ce que j'avais à dire. C'est intéressant ce que vous avez dit. Ce que vous avez dit, en fait, sur le côté de la jalousie. Surtout, le fait d'apprécier son prochain ou bien ses amis. Par exemple, dire que j'apprécie ou bien j'aime bien ce que M. Aboubakar Koulibaly a fait ou bien ce que M. Messina a fait. Les gens, certaines personnes, hein, ils ont des difficultés à dire ça en fait. Et je comprends pas, ça vient d'où? Ils ont honte ou bien quand ils disent ça là, c'est comme si ils se sentent rabaissés. Oui, c'est parce qu'ils ne sont pas, mais oui, je crois, ouais, complètement, ça c'est un problème. Ça c'est parce que généralement, quand tu n'es pas content de toi, tu peux pas être content pour les autres. Ouais, ça c'est un problème. Ouais, exactement. Eh bien, on est arrivé au terme de ce débat que nous croyons aura un impact bien sûr positif et une action éveillante dans le but d'apporter une valeur ajoutée à la société. Donc, j'espère que vous aussi, vous êtes satisfait en fait. Vous avez aussi appris quelque chose à travers nos échanges aujourd'hui. Je vous remercie tous pour votre temps et pour cette conversation aussi précieuse que nous avons eue ensemble et ce temps que nous avons partagé. Donc, à part ça,
Ce contenu est partagé avec vous. Vous le trouvez intéressant, précieux ou divertissant? Avez-vous appris quelque chose? Très bien, ce fut un réel plaisir. Abonnez-vous et partagez. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.